Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec mon sommaire, je présente chacune de mes chroniques par un entraînement de boxe à la hippo. D'abord le petit footing qui comprend le running de tous mes achats du mois, mais aussi le shadowboxing de tous mes achats de l'ombre, ce qui correspond à mes achats numériques. Ensuite, ça enchaîne avec une série de jabs de mes lectures du mois qui ne font pas forcément partie de l'actualité. J'arme le Dempsey Roll pour une pluie de coups dans la gueule. Action, réaction, coup de gueule, acteur du livre, de l'éditeur au consommateur, en passant par les diffuseurs et tout. Et puis on finit ça avec une Gazelle Punch ou Smash Info, ce qui revient à faire une news sur l'actualité manga du mois, plus ou moins brève ou punchy. J'avais aussi une chronique crochet et uppercut pour marquer mes déceptions et mes coups de cœur, mais je la garde sous le coude jusqu'à ce qu'elle soit pertinente à décrocher. Et quand c'est fini, il y en a encore, après l'effort, c'est le réconfort, mais pour public averti. Le truc, c'est que ce mois-ci, j'ai pas mal de choses à intégrer à l'émission, il faut savoir se faire plaisir. Déjà, il y a les services presse de Mégane, mais aussi de Anna Édition. Bah oui, parce que j'ai récidivé en leur commandant de nouveau des Boys Love. J'aurai l'occasion d'en parler. Tout comme je prendrai le temps à la fin de la vidéo de m'attarder sur les dernières sorties Hot Manga. Comme ça, ceux qui regardent la vidéo en famille sauront ce qu'il leur reste à faire en fin de vidéo. Mais s'il n'y avait que ça, ce serait easy. Je pense carrément intégrer au programme la vidéo à la demande du FC Badass jusqu'à l'heure exclusif aux membres. Mais ce qui va rendre cette vidéo un peu à part, c'est que la série de jabs de mes lectures manga va exceptionnellement combiner avec le bilan de mon challenge Palpalu. Et ainsi, je vous donnerai à la fin de la chronique le nom des 2 gagnants ayant participé au challenge, dont un qui fera partie des membres du FC Badass. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt chargé, il n'y a plus qu'à Faucon. Donc pour mieux rythmer tout ça, je compte dispatcher le running dans toute la vidéo. Donc gros running de champion du monde. On est parti pour décrocher la médaille avec un relais 4x400 de bonhomme qui commence avec la réception en service presse de la box de Gashball. Voilà, avec les tomes 1 et 2 édités par Meian. Alors c'est un shonen bien plus classique que ce que nous propose Karakuri Circus, mais avec cette touche graphique particulière qui fait de ce titre une licence qui se démarque déjà des autres à l'époque. Alors grosso modo, tu as 100 démons qui sont engagés dans un Battle Royale, mais pour cela il faut qu'un humain puisse manipuler leur grimoire afin de débloquer des pages qui leur donneront du power-up avec de nouveaux sorts d'attaque. Grosso modo, c'est du Pokémon pour grands garçons et grandes filles, et c'est réussi. Perso, je m'étais procuré la licence lorsqu'elle avait été éditée sous le nom de Zatch Bell avec Kana, et je sais que ce shonen fait très bien le boulot, même si aujourd'hui il a quand même quelque chose d'assez classique. En tout cas, je suis bien content d'avoir redécouvert cette licence avec cette édition Kazenban. On est dans l'ADN de Meian niveau rapport qualité-prix. Après, pour être honnête, j'aime un peu moins le choix de la texture de la jaquette. C'est une espèce de petit papier un peu... je sais pas comment on peut dire. Mais je suis conscient que l'éditeur reprend le plus fidèlement possible la version japonaise afin que cela convienne d'autant plus aux ayants droit et qu'il valide son exploitation. Je suis content qu'une nouvelle génération puisse découvrir ce titre dans les meilleures conditions possibles. Ce qui amènera, j'en suis sûr, en cas de succès, à éditer la suite de la série encore inédite chez nous. Après, il n'est pas impossible que je vous fasse gagner la box d'ici les prochains mois, si ça peut vous aider à vous lancer dans cette série. Vous connaissez les box, comment elles sont en plus. Voilà, vous avez le poster, mais vous avez aussi voilà, pas mal d'ex-libris qui vont avec. Et puis comme ça, vous pouvez un peu voir le style graphique de l'auteur. Je me demande, alors peut-être que je dis des bêtises, mais je me demande s'il n'y a pas eu Asesitana de Kazuri Fujita, de Kazuhiro Fujita pour le mangaka. Faudrait que je vérifie. Voilà. Vous voyez un petit peu. Non, franchement, c'est un très bon shonen. Et puis le grand poster. Voilà. Toujours chez Meian, toujours quelque chose que je pourrais vous faire gagner, puisque je les ai en doublon en fait. Je m'étais précommandé avant la Japan Expo
Les derniers tomes, donc le tome 13 de Cannibal, donc vous voyez toujours sous blister, et le tome 10 de Shigurui. Voilà, donc toujours sous blister aussi, donc c'est 2 collectors. Vous avez là-dedans des petits exlibris également. Donc il est possible que ce lot-là, avec les gage bells, je vous les fasse gagner prochainement. Voilà, de toute façon on se tient au courant. En vrai, j'aurais adoré vous présenter les 4 premiers tomes de Kengan Omega, que j'aurais forcément déjà lu en plus, mais j'ai complètement zappé de les commander. Bon, c'est pas bien grave, on se rattrapera la prochaine fois en vous présentant direct les 8 premiers tomes. Voilà. En tout cas, la box vous attend pour la prochaine fois. Il est temps de vous faire profiter à tous de la vidéo à la demande sur Nausicaa de la Vallée du Vent, qui a été demandée par un membre du FC Badass, car cela fait partie des avantages que possèdent les membres. Voilà. Pour rappel, vous avez 3 paliers d'inscription. Bunko à 1,99 €, c'est d'abord histoire de me soutenir et de profiter de quelques avantages comme mater des vidéos en avant-première, en exclusivité, mais aussi à participer à des petits concours pour remporter des mangas. D'autant plus que tu es d'office éligible pour remporter la saison 1 du manga Hippo à la fin du Manga Badass Hippo Challenge. Le second palier, Tonkobon, à 2,99 € permet de suggérer une vidéo à la demande, comme c'est le cas avec le manga Nausicaa de la Vallée du Vent. Tant que ça tourne autour du manga et de mes compétences, je suis ouvert à toute proposition. Puis le troisième et dernier palier, Kazenban, à 3,99 € permet d'avoir l'occasion d'échanger l'un l'autre, toujours autour du manga, mais aussi de son actualité, de votre collection, de vos coups de gueule, de vos coups de cœur. Franchement, vous avez l'embarras du choix pour vous faire plaisir dans un délire un peu radio libre qui, au final, du moins c'est ce que je souhaite dans le long terme, intégrera cette émission. Voilà, vous savez tout. Bon visionnage. Nausicaa de la Vallée du Vent, de son nom original Kazeno Tanino no Shika, est un manga de Hayao Miyazaki. Alors, vous connaissez tous Hayao Miyazaki en tant que le fameux réalisateur et cofondateur des studios Ghibli, à qui l'on doit, entre autres, Le Château de Cagliostro, une adaptation un peu à part de Lupin III, et la série animée de Sherlock Holmes qui met en scène des chiens anthropomorphes, avec peut-être en passant un des meilleurs génériques français de son époque. Mais le grand public d'aujourd'hui le connaît surtout pour ses films d'animation tels que Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro, Le château ambulant et bien évidemment que j'en passe. Vous les connaissez aussi bien que moi, si pas plus. Revenons à Nausicaa de la Vallée du Vent, qui est d'abord publié dans le magazine japonais Animage Monthly à partir de 1982 jusqu'en 1994. Le manga est adapté en film d'animation par l'auteur et sort dans les salles japonaises dès 1984. Est-ce que vous captez le truc? À peine 2 ans après sa prépublication. Alors pour savoir de quoi parle Nausicaa de la Vallée du Vent, je ne vais pas me fouler. Voilà, je vais vous servir le synopsis de Wikipédia car pour le coup je le trouve bien foutu. Depuis la guerre des 7 jours de feu, il y a 1000 ans, la Terre est recouverte d'une immense forêt toxique habitée par des animaux et des insectes géants qui obligent les hommes à vivre reclus. Ce monde mystérieux est un frein à l'expansion des royaumes qui souhaitent élargir leur territoire et se livrent à des guerres féroces. La princesse Nausicaa se voit impliquée dans une guerre entre l'Empire Tork et le royaume Tolmec, comme tous les clans et tribus associés à l'un des 2 camps. La fille du roi Jill de la Vallée du Vent se retrouve au cœur de ces affrontements. Guidée par son amour de tous les êtres vivants, Nausicaa va progressivement devenir une figure majeure de ce conflit et tentera par tous les moyens de faire taire la guerre, sauver l'humanité et rétablir un équilibre entre les humains et la nature. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la page Wikipédia, vous y apprendrez plein de petits détails autour de ce titre, de son auteur Hayao Miyazaki, qui plus est autour de sa version manga et animée. Par exemple, j'y ai appris qu'une version adaptée par les Américains a amputé 32 minutes du film original avec un remontage qui a privilégié l'action à l'histoire originelle.
Celle-ci a donc été plus ou moins changée, tout comme ça a été le cas pour les noms des personnages ainsi que pour les musiques du film. Cette version s'est exportée ensuite dans le monde entier et elle est sortie en France en VHS sous le nom de La Princesse des Étoiles. Alors de nombreux amateurs et Miyazaki lui-même ont désapprouvé cette version. À la suite de cela, le studio Ghibli a adopté une règle stricte interdisant toute coupure de ses œuvres lors de leur adaptation. D'ailleurs, l'incident a provoqué une longue période durant laquelle l'exportation des films du studio Ghibli fut stoppée. Voilà, ce film est souvent considéré comme faisant partie du studio Ghibli, même s'il est antérieur à sa création. Mais revenons au manga. Sa publication a commencé en 1982 et elle s'achèvera 12 ans plus tard, entrecoupée par les projets d'animation du studio Ghibli. Dès la première année, les lecteurs du magazine s'attachent à cette série et lui permettent de sortir en tankobon, donc en volume relié. Miyazaki laisse alors de côté son manga et commence en 1983 le film d'animation. Il aura donc mis à peine plus d'1 an pour adapter le premier tome et une bonne partie du second tome. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'animé, mais il est assez dingue, bien que forcément moins complet que la version papier. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours disponible sur Netflix pour ceux que ça intéresse. Dites-vous que durant près de 15 années, Nausicaa fut classé au Japon meilleur personnage de tous les temps. Rien que ça. À vrai dire, j'ai toujours cru que c'était Madoka de Kimagure Orange Road, du moins en tant que personnage féminin. Mais après avoir lu le manga, je comprends très bien l'influence du personnage Nausicaa. Les esquisses réalisées par Hayao Miyazaki entre 1980 et 1982 sont à l'origine de beaucoup d'idées dans plusieurs de ses films comme Nausicaa de la vallée du vent, Le château dans le ciel ou Princesse Mononoke. De fait, de nombreux détails peuvent laisser penser à une influence alors qu'ils proviennent plutôt du même vivier. Pour info, Le voyage de Shuna, un autre manga de Hayao Miyazaki, a été édité au Japon en 1983 et il sortira en France ce mois d'août 2023, oui, 40 ans plus tard. Alors, j'ose espérer une jolie édition pour fêter cet anniversaire. En tout cas, je ne vais pas avoir un meilleur timing pour avoir du rab après ma lecture du manga de Nausicaa la vallée du vent. Surtout que je me suis procuré cette première édition de Nausicaa il y a peut-être 2 ans maintenant. Et durant ces 2 années, je n'ai lu que le premier tome. Et tous les autres tomes sont restés là sur ma pile à lire. Que dis-je, ils sont restés sur ma pile à lire de la honte. Et tout ce temps, je voyais cette collection exposée là devant moi sans trouver le courage de m'y plonger ou du moins en faire une priorité de lecture. C'est un peu le problème des achats d'occasion intégrale. Certes, j'estime l'avoir eu à un bon prix, certainement dû à sa réédition sortie peu de temps avant, et même si j'adore les jaquettes de cette dernière édition, je suis ravi d'avoir acquis la première à cause de l'ancrage qui, dans la seconde édition, a des couleurs un chouïa trop sépia à mon goût. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi je n'ai pas enchaîné tous les tomes après ma lecture du tome 1 ? Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, parce qu'entre le premier tome et l'animé, il n'y avait pas de grande différence. Puis parce que j'ai dû me lancer dans la lecture du tome 2 à un moment où j'étais certainement trop fatigué. Voilà. Ce qui fait que j'ai eu cette sensation d'une lecture laborieuse, avec peut-être trop de cases et trop de texte. Mais au final, cela s'est démenti récemment lorsque j'ai repris ma lecture. Je suis rentré dedans sans peine et je me suis même enfilé tous les tomes. Alors on peut noter qu'effectivement le dessin est chargé de détails, mais ils sont du meilleur effet avec cette patte si reconnaissable de l'auteur. Pour tout vous dire, entre 2 tomes, j'ai voulu lire le tome 4 de Chotel, ça m'a perturbé. Car j'ai trouvé ce dernier trop vide et trop plat. Voilà. Enfin, c'est pour dire que le corps peut avoir des sensations et une perception erronée selon le moment et l'état de fatigue du lecteur. Car par la suite, j'ai aimé me replonger dans Chotel. Mais dans les faits, qu'est-ce qui fait que j'ai aimé ma lecture de Nausicaa de la vallée du vent ? Le dessin de Hayao Miyazaki évidemment. Lorsqu'on sait que le monsieur a surtout privilégié ses productions cinématographiques, je suis étonné de voir une telle implication dans son dessin, car il suffit de jeter un coup d'œil à celui-ci et on comprend qu'il est riche en matière. Voilà, son dessin est fait de fond et de forme. Puis on reconnaît sa touch qui, pour sûr, en aura inspiré plus d'un. Quand je lis Drifting Dragon par exemple, ou Les Enfants de la Baleine, comment ne pas sentir cette inspiration du maître ? Puis il y a le lore,
C'est assez fantastique de se retrouver dans un monde aussi riche qui mêle le ciel et la terre, où tout tourne autour de la nature et de la place de l'homme dans son écosystème. À travers différentes régions, différents royaumes, avec diverses cultures et populaces, en incorporant un bestiaire avec des espèces insectoïdes géantes, des créatures humanoïdes et autres entités génétiquement modifiées, il met en scène des phénomènes fantastiques tels que des pouvoirs télépathiques, des attaques spectrales, le don de parler aux êtres vivants et la capacité de sentir le vent. Voilà, les personnages ont tous des caractéristiques qui leur sont propres. Ce sont des personnalités affirmées, ce qui fait que chacun a un rôle à jouer dans cette aventure, et les femmes comme les hommes, et où les événements s'enchaînent avec des interactions en chassé-croisé. Le personnage qui les relie tous est bien évidemment Nausicaa, qui se déplace la plupart du temps en pilotant une espèce de planeur. Voilà, clairement il y a une vibe Nausicaa dans le personnage de Naruto par exemple, dans sa manière de gérer les conflits en tant que l'élu, tout comme il y a une vibe Nausicaa dans l'attaque des titans avec la menace du grand terrassement. Bref, ce titre est d'une richesse absolue et c'est du Hayao Miyazaki pur jus. Je ne peux évidemment que vous conseiller de vous procurer cette licence ou au moins de la lire à l'occasion. Je ne pense pas qu'il soit utile que je vous en dise plus afin de garder le plaisir de la découverte. Allez, on reprend le footing, on s'arrête pas avec le running des achats manga du mois d'août, première partie. Ces achats du début du mois, ce sont ceux qui me mettent trop mal en fin de mois. Ce sont plus ou moins des achats compulsifs, mais ce sont surtout des achats d'opportunistes. Après tout, c'est Artbook de Takeshi Obata, de la licence Hikaru no Go. En vrai, ça faisait des lustres que je la souhaitais. Fallait bien que je craque un jour et l'occasion a fait le luron. Plus sérieusement, je n'ai pas pris à l'époque de sa sortie car je pensais que des illustrations numériques me suffiraient. Mais non, un artbook numérique c'est pas pareil, ne serait-ce que par sa dimension. C'est un très bel objet dont la taille n'est pas sans nous rappeler Blanc et Noir de Takeshi Obata, donc son autre artbook. Et je vous raconte pas la galère pour leur trouver une place à l'abri de la poussière. Il est encore question d'un artbook que je souhaite acquérir depuis belle lurette. Encore dispo en neuf, je me suis dit qu'il était temps, avant qu'il passe en occasion, avant qu'on me le fasse payer cher. Je me suis donc acheté le dernier artbook de Taiyo Matsumoto. Voilà, il est juste splendide. Tu regardes ça et tu te laisses porter par son art. Maintenant, je meurs d'envie de me procurer les artbooks précédents 100 et 101. Mais bordel, c'est un coup ces bouquins. Derrière, faut assumer. Mais en tout cas, il est magnifique, magnifique. Là, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, c'est totalement compulsif comme achat. Et le pire, c'est que j'ai peur de réitérer. Des fois, j'ai envie de me foutre des baffes. J'ai craqué pour ces reproductions d'Hippo. Alors, il existe une enveloppe rouge qui met en avant Hippo et une jaune qui met en avant Takamura. Mais soyons raisonnables, je ne vais pas commencer une collection de reproductions. Ce sera un gouffre au même titre que les résines et tout. D'autant plus que je me suis fait offrir un tourne-disque pour mon anniversaire et que j'ai déjà préco l'OST 1 de Senseiya. Mais je vous montre vite fait ce qu'il y a dans l'enveloppe. Ah là 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 là, franchement. Donc là, vous pouvez voir, hein, c'est une repro de la signature des Joji Morikawa. On a, voilà, une superbe illustration, une superbe reproduction. Elles sont belles, hein. Voilà. Mais bon, voilà, faut que je me calme, on va pas s'amuser à acheter que des trucs comme ça. Surtout que j'estime les acheter beaucoup trop cher. Je dirais pas pour ce que c'est, mais beaucoup trop cher quand même. Après avoir lu Le Marais de Tsuge, ça m'a confirmé que j'avais envie de continuer à découvrir ce mangaka de renom. On peut le dire, c'est depuis que je me suis intéressé à Shigeru Mizuki que je commence à m'intéresser plus sérieusement au Tsuge. Voilà. J'ai donc réussi à me procurer en occasion et à bon prix les Fleurs Rouges de Tsuge. Le truc, c'est qu'il est actuellement plus disponible dans le commerce,
mais pour sûr que ce n'est qu'une question de temps avant une probable réimpression. Alors, j'ai pris le temps de le lire juste après mon challenge Palpalu, et franchement, j'ai trouvé la deuxième partie vraiment superbe. Alors, j'ai hâte, j'ai l'impression que ça va crescendo parce qu'on est encore dans ses débuts. Ça donne l'impression qu'il trouve son identité, ce qu'il veut faire à travers ce tome-là. Donc, j'ai hâte de me procurer la suite qui a l'air, vraiment, ça a l'air d'aller crescendo avec Yoshiharu Tsuge. Et moi qui avais un sérieux préjugé sur le Gekiga. Je me suis également acheté la Stella dei Giants. Oui, c'est un manga italien et c'est pas la première fois que je vous fais le coup. Non, je ne parle toujours pas italien. Par contre, c'est bien plus facile à traduire via mon téléphone. J'avais surtout envie de me faire une idée de la série dans ce premier tome. Vous comprenez bien que je ne compte pas me procurer la suite en italien, du moins pas tout de suite, pas au vu de mon niveau. Après, qui sait, entre-temps, un éditeur français genre Naban pourrait être tenté de s'inspirer de l'éditeur italien et de s'intéresser aux œuvres de Ikki Kejiwara, qui n'est rien d'autre que l'auteur de Ashitanujo. En parlant de manga en version italienne, vous vous rappelez que j'avais craqué pour la version italienne du manga Très cher frère, Caro Fratello, car j'étais désespéré de pouvoir trouver sa version française à un prix raisonnable. Et bien contre toute attente, j'ai eu la chance de tomber sur une offre proche du prix du neuf. Alors j'ai pas réfléchi. J'hésite à garder mon tome italien, je verrai bien après tout. Il pourrait m'aider dans mon apprentissage de la langue pour la Stella dei Giants. En tout cas, je l'ai lu et je regrette pas. D'ailleurs, c'était un très bon parallèle au manga Le cœur de Thomas de Moto Hagio. C'est deux lectures qui m'ont laissé un petit peu dans le brouillard, tous les deux, ouais. Vraiment, c'est pas mon monde et je suis ravi de la découverte. Voilà. Je pense que je le relirai même. Donc c'est un livre que je vais garder. Quand je vous parle de running des achats manga, ce n'est pas pour rien. Là, je devais vous présenter les mangas que j'ai achetés en cette fin de mois. Mais vous connaissez, la poste passe mais ne sonne pas. Voilà. Je devais vous la faire à l'ancienne avec un petit déboîtage des familles. On va garder le mystère sur ces 12 différentes licences à déballer pour lundi ou mardi. Voilà. J'aurais vraiment voulu l'inclure dans cette vidéo, mais je ne vais pas décaler toute l'émission à cause de la postière. Voilà. À côté de ça, je me suis tout de même procuré Jumbo Max 2 de Tsutomu Takahashi. Alors je ne l'ai pas encore lu. J'espère juste qu'il me donnera envie de lire le tome 3. Voilà. Et le 1er septembre est sorti le tome 3 de Holy Land de Kujimori. Bien sûr que je l'ai lu, enfin relu direct, et j'avoue qu'après le thread de Furyogang, ça m'a fait bizarre d'entendre de nouveau le mot hirondelle. Mais bon, mis à part ça, j'étais à fond dedans. Voilà. On entre dans le shadowboxing de mes achats manga de l'ombre où je me suis procuré l'intégrale disponible en numérique des œuvres de Kazuo Kamimura à 9 € pièce, toutes éditées chez Kana. Donc il y a les 2 tomes de Maria, les 2 tomes de La Plaine de Kanto, les 2 tomes de La Folle Passion, les 3 tomes de Lorsque nous vivions ensemble, Fleur de l'ombre, Une femme de Showa, sauf l'apprenti geisha était à 7 €. A l'origine, je ne connaissais que Lady Snowblood, que j'avais très moyennement apprécié lors de sa sortie. Clairement, les tomes 2 et 3 étaient restés dans ma pile à lire de l'oubli. Par contre, j'avais récemment commencé le tome 1 de Lorsque nous vivions ensemble dans sa version numérique, car je trouvais que ce serait plus pratique sur ma tablette qu'en gros pavé, donc Kana a le secret, et du peu que j'ai pris le temps de lire, j'étais tombé sous le charme de ce manga. Ce qui m'avait poussé à me procurer les 2 tomes du manga Les Fleurs du Mal chez le Lézard Noir, qui au final sont restés dans ma pile à lire de la honte jusqu'à aujourd'hui, mais on va reparler de Kamimura dans la chronique à venir. Sinon, je me suis aussi acheté pas mal de mangas que je n'ai hélas pas encore pris le temps de lire car j'ai été malade. Voilà, malade comme un chien pendant bien 3 jours, une belle bronchite et pas au mieux de ma forme durant une bonne petite semaine. Ce qui fait que ça m'a un peu cassé le délire de lecture. Perso, quand je suis malade, c'est un peu impossible de lire. Faut que je fasse un truc qui m'abrutisse, comme enchaîner les séries télé et les films. Voilà. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu venir. Ça a forcément eu son incidence sur le Palpalu Challenge. Donc ceux
qui ont mis 16, 17, 18 checkpoints validés, c'est mort. À côté de ça, je me suis donc téléchargé Burn the House Down, tome 1 et 2 de Moyashi Fujisawa chez Akata, qui est un petit thriller assez bien mené, très curieux de voir comment va évoluer le titre dans son tome 2 que je n'ai pas encore lu. Je me suis acheté également Fleur du désert tome 1 de Ikumi Fukuda chez Noeve Graphics. En vrai, j'ai un peu de mal avec cette mangaka car j'ai pas plus accroché que ça au manga graphique et Veil, oui, parce que c'est Koteri aussi. Oui, parce qu'elle a 2 noms d'artistes apparemment, c'est également Koteri. Donc je reconnais qu'il a du charme, mais voilà, sans plus pour moi, niveau branlette visuelle qu'est Veil. J'avais des attentes pour le manga Chronique des 7 cités, mais pour tout vous dire, j'ai trouvé le début du premier tome vraiment laborieux en termes d'immersion, et j'ai pas réussi à rentrer dedans, alors que le thème avait tout pour me plaire. Après, on sait tous que des fois on passe à côté d'une lecture parce qu'on n'était pas frais ou qu'on n'était pas dans le bon mood, donc je n'exclus pas de retourner ma veste un jour ou l'autre, parce qu'en soi j'aime son dessin, donc je veux lui donner une chance. Avec ce nouveau titre. Je me suis procuré Hentai Kamen tome 4 de Keishuendo chez Akata. J'ai pas encore fini de lire le tome 2, mais moi j'aime bien ce délire un peu old school et borderline. Voilà, je suis client. Je me suis également procuré Colocataire à leur manière, tome 1 de Minatsuki Futatsuya chez Nobinobi. Alors, je sais pas, j'avais envie de test. J'ai pas encore test, mais ça ne saurait tarder. Je me suis également acheté le tome 3 de Born to be on Air de Hiroaki Samura chez Pika. Alors, il fait partie de mes mangaka favoris. Mais je me suis arrêté au tome 2 de cette série. On va mettre ce tome 3 sur ma palle numérique pour me rappeler à l'ordre qu'il faut que je continue cette licence. Je me suis acheté Tengen Hero Wars tome 1 de Sakanuchi Kubaru au dessin et Hiromasu Yasu au scénario chez Mangetsu. Un achat découverte auquel je n'attends pas grand chose, alors si je peux être agréablement surpris, eh bien tant mieux. Voilà, j'espère juste que c'est mieux que Valkyrie Apocalypse qui lui m'a laissé de glace. Je me suis acheté Héros de la Galaxie, tome 14 de Ryu Fushisaki au dessin et Yoshiki Tanaka au scénario chez Kurokawa. C'est une série dont j'ai bien aimé lire les 13 premiers tomes à la suite. Je préfère reprendre tout doucement en plaçant ce tome 14 sur ma palle numérique. Le truc, c'est que je crains que si je lis de suite, j'enchaîne avec tous les autres tomes jusqu'à être à jour, ce qui en soi n'est pas un mal, sauf pour mon budget. Il suffit d'un clic et hop, aussitôt servi. C'est ça aussi qui est vicieux avec le numérique. Je me suis acheté Space Brothers, tome 42 de Shuya Koyama chez Pika. Alors j'ai pas encore lu le tome 41. Il est bien au chaud sur cette fameuse palle numérique, mais dans son cas, il est plus que probable qu'il n'y reste pas bien longtemps. Je me suis également acheté le tome 1 de Rengen de One chez Kurokawa. Ça me conforte dans le fait que j'ai bien fait de ne pas l'acheter lors de la Japan Expo, car il est déjà disponible en numérique. C'est parfait, voilà, j'espère juste que ce spin-off sur Rengen, la révélation du manga Mob Psycho 100 pour moi et pour beaucoup, soit à la hauteur de mes attentes, surtout si Mob ne fait pas partie du voyage. Je me suis téléchargé Kujo l'implacable tome 3 de Shoei Manabe chez Kana. Alors il va pas rester longtemps sur ma palle lui, mais cette licence me rappelle sans arrêt que je suis largué avec la série Uchijama l'usurier de l'ombre. Je me suis procuré Yona princesse de l'aube tome 7 de Misuo Kusanage chez Pika. Alors j'ai pas encore lu le tome 6 de la série, on essaie petit à petit, l'air de rien de cumuler quelques tomes mois après mois, afin d'en lire 4 par 4 ou à peu de choses près, afin que tranquillement, mais sûrement, je puisse rattraper l'apparition française. C'est un peu le même combat que j'ai avec Shia Fulu, fallait que les meilleurs shoujo soient les plus longs. Voilà, ouais, merde. Je me suis téléchargé le tome 3 de Gachakuta de Kei Urana. Alors je vais avoir un œil très critique sur ce tome en particulier pour savoir si je continue ou pas la série. Pour rappel, lors de ma lecture des 2 premiers tomes, j'étais un peu comme un funambule. Je voyais du très bon globalement, comme du très amateur dans les détails. À voir si je penche plus d'un côté ou de l'autre à la fin de ce tome 3. Je me suis procuré le tome 15 de Blue Lock de Yusuke Nomura au dessin et de Muneyuki Kaneshiro au scénario chez Pika. Le mois dernier, je me suis mis à jour en termes de lecture et tout. Donc hop, sur la palle. En vrai, jamais j'aurais fait ça pour Awashi. Ça aurait été lecture instantanée. Mais ça va, c'est récréatif, Blue Lock. Je le lirai le moment venu.
Je me suis pris Une fille atypique tome 1 de Reiji Morita, donc au dessin, et de Shuichi Hashimoto au scénario. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai pris ce titre, c'est une nouveauté qui a attisé ma curiosité. Je verrai bien si la surprise est bonne ou pas. Tout comme j'ai pris le tome 1 de Yuko Oni de Mitabi Hirohara chez Pika. Pareil, ne me demandez pas plus pour l'instant, c'est juste pour le plaisir de la découverte. Sinon, j'ai remarqué que depuis plusieurs mois, Delcourt Tonkam font bien plus de communication sur leur sortie numérique et ça fait plaisir. C'est comme ça que j'ai su que l'intégrale de Gantz, édition perfecte de Hiroya Aku, était disponible en numérique. J'ai donc sauté sur l'occasion pour prendre le tome 1 et je commence sérieusement à me poser la question, est-ce qu'il ne serait pas temps que je revende ma première édition? Après, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que j'ai lu quelques titres numériques qui viennent tout juste de sortir, tels que Blue Explorer, tome 1. Ce manga est incroyable. Ce tome 1 ne déroge pas à la règle. Il nous introduit avec Dai aux États-Unis, à Seattle. On comprend pas trop pourquoi Seattle, qui semble être plus un état qui aime le rock. Mais grosso modo, je vous passe les détails. En un tome, le mangaka arrive à nous résumer les 10 premiers tomes de la première saison. Voilà, en nous montrant un Dai toujours aussi motivé mais plus mature, car on voit bien que l'expérience accumulée lors de la saison 2 lui sera bénéfique dans les prochains tomes. Puis j'ai trop hâte de voir notre ami faire évoluer son jeu. Je me suis également procuré et lu Dandadan tome 7. Voilà, j'étais obligé de le lire direct puisque je n'avais pas lu cette partie en pré-publication. Donc ravi de ce nouveau rendez-vous, jamais déçu, que du plaisir. Je me suis également téléchargé le tome 6 de MMA de Hiroki Endo chez Pika. Non mais là c'est mon péché mignon. Je dois absolument le lire dès qu'il est disponible, donc je le télécharge. Mais après, c'est le genre de manga que je veux relire en papier et ranger sur mon étagère. Vous me direz, c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres. Je ne vous fais pas dire. Merci. Je me suis également téléchargé le tome 3 de Evil de Atsushi Kaneko. Alors que pour cette licence, en vrai, j'aimerais trop me les procurer en format papier. Mais ils sont à 20 € pièce, alors qu'en numérique, ils ne me coûtent que 7 € le tome. Puis j'ai envie de les lire direct à leur sortie, alors que j'ai pas de librairie à proximité de chez moi. Déjà que j'avais adoré le tome 2, mais alors ce tome 3, je n'ai même pas eu le temps de redescendre. Un jour, je vais craquer et je vais me les prendre dans leur format cartonné. Et au final, je les aurais achetés 27 € pièce. Bon, après, j'aurais le luxe de pouvoir faire des jolis screenshots. C'est déjà ça. Je me suis également pris les 5 tomes de Full Drum de Akoichi Toru chez Pika, donc c'est l'intégrale. Depuis le temps que j'attendais cette série soit dispo en numérique, c'est la seule de la collection sporadique de Pika qui n'était pas disponible. Et en plus, certains de ces tomes étaient plus commercialisés, genre le tome 5 ou le tome 4, qui subissaient une putain de spéculation. Donc très content de cette initiative chez Pika. Je ne dis pas que du mal d'eux, surtout en ce qui concerne le numérique. D'ailleurs, j'ai eu la révélation. Je viens à peine de me rendre compte que c'est le dessinateur de Manchuria Opium Squad. Non mais c'est flagrant, et encore plus lorsque je vois les illustrations des jaquettes. Bref, c'était une bonne surprise pour une bonne série de sport en juste 5 tomes, très inspiré de Slam Dunk au début. C'est pas rushé, mais j'aurais pas été contre une troisième mi-temps. Il est temps de passer au jab. Les jabs spécial Palpalou. Alors, pas de suspense, on a validé les Nausicaa. Voilà, avec les 7 tomes, j'avais déjà lu le premier. Et un grand bien m'a pris d'enfin passer ce cap. D'ailleurs, je sais que je ne suis pas le seul à avoir été dans ce cas-là. Alors que cette émission serve à quelque chose, si la vidéo à la demande ne vous a pas convaincu que vous passez à côté de quelque chose, faudra attendre que ce déclic se fasse de votre côté. Sinon, j'ai également validé. Vous savez, à l'origine, le Geigika, tout ça, c'est pas trop mon truc. Pourtant, il m'est arrivé d'en lire à l'insu de mon plein gré à l'époque. L'homme sans talent de Tsuge m'avait terriblement refroidi. Aujourd'hui, il faudrait que je prenne le temps de le relire. Bref, je connaissais Mitsuki de loin, mais ça ne m'inspirait pas plus que ça, jusqu'au jour où j'ai assisté à l'exposition du Festival international de la BD à Angoulême, où je suis totalement tombé sous le charme du personnage et de l'artiste. C'était ma première expo et je ressors en ayant éclaté les 4 tiers de mon budget en me procurant tous les tomes
qui me bottait le plus de lire en premier. J'ai donc choisi les tomes de Vie de Mizuki. Donc j'avais déjà lu le premier tome, et là je me suis fait plaisir avec le tome 2 et 3 donc, que j'ai lu. Je m'étais également pris Nonamba, parce qu'en plus c'était dans une version plus cartonnée que ce qui se faisait en première édition. J'ai également choisi Opération Mort, donc tout ça ce sont des que j'ai lus pour valider le challenge, tout comme le premier tome de Kitaro le Repoussant. Alors j'aurais bien voulu me prendre son manga sur Hitler, mais j'avoue que ça me dérange un peu d'avoir son nom en grand sur l'une de mes étagères. De toute façon aujourd'hui je ne me pose plus la question puisqu'il n'a pas encore été réimprimé. Avec de la chance je trouverai une médiathèque qui le possède et puis au moins comme ça je pourrais le lire. Voilà. Sinon, pour revenir à mes lectures, j'avais déjà lu le tome 1 de Vie de Mizuki, ce qui correspond un peu à son enfance. D'ailleurs, on retrouve quelques similitudes dans son manga Nonamba. Le tome 2 de Mizuki se consacrait surtout à sa vie de soldat lors de la guerre du Pacifique et à son retour au pays. Donc cette fois-ci, on voit pas mal de similitudes avec son manga Opération Mort. Puis le tome 3 peint les efforts de cet apprenti mangaka qui cherche à gagner de l'argent pour rejoindre les deux bouts, jusqu'à rencontrer le succès, d'abord modéré avec Kitaro le Repoussant, mais il va surtout se focaliser sur la recherche de yokai à travers le monde, tout en revenant à plusieurs reprises sur l'île où il a perdu son bras gauche, auprès d'un peuple autochtone avec qui il s'est lié d'amitié durant la guerre. On peut même dire qu'ils lui ont sauvé la vie. Enfin, bref, je vous laisse le plaisir de découvrir tout ça. Vraiment, ces 3 tomes de vie de Mizuki ont quelque chose d'incroyable à la lecture, mais aussi après, quand on se ressasse les faits, mais qu'on oublie cette part de dérision si importante chez Mizuki. C'est encore plus frappant. Mais après tout ça, j'ai fait la connaissance de Kitaro, et à mon grand désespoir, je ne m'attendais pas à autant apprécier ce manga. Voilà. Dans ce récit, il y a une espèce de fraîcheur mariée à un aspect très rétro pour clore les histoires ou les combats un peu à l'ancienne. Et au final, j'ai passé un très bon moment. Alors je vais sûrement me prendre encore 2 ou 3 tomes. Puis si c'est trop redondant, je me contenterai de ces tomes-ci. Mais sinon, je vais être obligé de me faire toute la collection. Et ça, c'est un petit... Dans mon challenge, il y avait aussi Les Enfants de la Baleine. Et j'étais bien parti à la lecture de ce shoujo, donc j'avais déjà lu les 2 premiers tomes. Après, il y a pas mal de personnages qui, je trouve, pour l'instant, n'ont pas un grand intérêt, ce qui casse un peu le rythme du récit. Je me suis pas totalement désintéressé de la série, puisque celle-ci a tout de même de sacrés arguments pour me donner envie de continuer. Mais peut-être plus tard, pour un autre challenge, là j'ai préféré investir mon temps dans une autre lecture, donc je me suis arrêté au tome 6. Voilà, mais vous pouvez voir, franchement, ce magnifique illustrations, c'est vraiment un très beau manga, mais qui prend son temps. Voilà. Je devais lire les Bloody Délinquantes Girl Shenso, donc les 13, l'intégrale. Je n'ai toujours pas touché un tome de la série. Je connaissais le mangaka Umes avec L'école emportée et Baptisme, tous 2 sortis chez Glénat dans leur édition Bunko. Sinon, je n'ai lu que le tome 1 du manga Je suis Shingo parmi tous ces titres édités chez le Lézard Noir. Alors il était temps de remédier à ça avec le tome 1 de Orochi qui a répondu à toutes mes attentes, donc fort possible que le mois prochain je me procure ce tome 2. J'ai lu le titre La Maison aux Insectes qui est en soi un recueil d'histoires courtes qui se consacre principalement sur des histoires de couple et d'adultère, tout ça. Franchement pas mal. Le bouquin La Femme au Serpent, c'était un one shot que j'ai trouvé plutôt vraiment très efficace. Voilà, franchement très sympa. Et enfin, j'ai terminé avec les aventures de Makoto-chan et sa famille. Ça, par contre, je ne m'y attendais pas. C'est plus du pipi caca, c'est du bon scato. Et le pire, c'est que j'ai ri. Mais bon, je préfère me concentrer sur les Orochi et les Je suis Shingo avant. En tout cas, les Kasuomes, c'est validé. Tout comme j'ai validé les Gutanabe. Alors avant le challenge, j'avais déjà lu L'appel de Cthulhu et très récemment l'excellent manga Les Montagnes hallucinées dans son coffret. Alors j'ai enchaîné avec tous les autres coffrets disponibles et pour tout vous dire, j'ai pas encore été déçu par cette collection. Voilà, et franchement avec les coffrets c'est assez bluffant comme ça assume cachet quoi. Franchement non, il n'y en a pas une qui m'a déçu pour l'instant.
j'espère que ça perdurera. Ça a été bien poisseux celui-là. Sinon, j'ai échoué avec les Golden Kamuy, j'avais 12 tomes à lire. Je n'ai hélas pas encore touché un seul tome de la palle. Je stagne encore au tome 11. Par contre, j'ai validé Les Vagabonds de Tokyo. Alors, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes. Avec la sortie du tome 6, j'ai pu mettre à jour Pépère. Voilà. Cette série a tout pour être redondant et répétitif, mais la sélection pour cette anthologie est tellement bonne que je suis loin, mais alors loin de m'en lasser. Et en vrai, j'en veux encore. Voilà. J'ai voulu valider les Junji Ito, mais ça a été trop difficile. Le truc avec les œuvres de Junji Ito, c'est qu'il faut que ça reste un plaisir. Et je suis pas fan d'enchaîner les tomes avec cet auteur. Néanmoins, j'ai fini Soichi. Toujours chez Mangetsu, je me suis lu L'amour et la mort. Et chez Delcourt Tonkam, voilà, je me suis lu les histoires courtes de Junji Ito, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'édition. Mais que ce soit pour l'une ou l'autre des éditions dites prestigieuses, dites un peu prestigieuses quand même, il manque un signet en tissu pour que ce soit irréprochable. J'ai voulu lire tous les mangas de Akira Ose que je possède, avec le disciple de Doraku et les Natsuko no Sake. Et en vrai, j'aurais trop aimé finir au moins les Natsuko no Sake, mais déjà ça prend du temps de finir un tome. Et puis à défaut, ça m'a relancé sur la série et ça c'est cool. En vrai, c'est un peu le but premier de ce challenge et je suis ravi d'être de nouveau tombé sous le charme de Natsu et du mangaka par la même occasion. J'ai d'autant plus hâte de lire son manga sur le Rakugo, même si je sais qu'on ne lira jamais la fin. Je n'ai pas pu valider les titres de Leiji Matsumoto avec Queen Esmeralda et Albator. Je n'ai hélas pas réussi à m'investir en priorité sur ces 2 titres, bien que j'avais commencé à lire Captain Harlock, Albator. Après le début de l'histoire, je le connaissais déjà bien et il me faudra bien plus de temps pour venir à bout de cette encyclopédie. Par contre, j'ai validé Journal d'une vie tranquille et ça c'est trop bien. J'avais déjà lu le premier tome avant de reprendre ma lecture du tome 2. Ce manga est un petit bijou, je trouve sa narration fascinante sur des petits riens de la vie, comme sur des choses gravissimes. Ça parle même du Covid, tout ça. Ça va nous faire bizarre de lire sur la mort de Leiji Matsumoto dans les prochains tomes. Je devine la pudeur et la dérision qui font la touche de Tetsuya Shiba. Mais c'était l'un de ses plus vieux amis, donc waouh, en tout cas c'est magnifique. Je n'ai pas pu valider Sol, voilà. J'ai pas touché un seul de ces tomes, j'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai pu valider Blessure Nocturne. Chacun des tomes est bouleversant, inspiré d'histoires vraies. Ce qui est encore plus troublant lorsqu'à la fin de chaque histoire, le véritable protagoniste dont s'est inspiré le mangaka témoigne de ce qui s'est vraiment passé en vrai. Et des fois il y a des nuances, non franchement c'est top, c'est top, c'est top. Dommage qu'il manque toujours le tome 3, donc que j'ai lu illégalement certes, mais voilà, sinon j'ai toute la série et c'est vraiment top. C'est pas tant les dessins qui sont intéressants, c'est vraiment la narration, le scénario qui est basé, inspiré d'histoires vraies qui sont touchantes quoi, surtout lorsque ça concerne les enfants. J'aurais adoré valider les Sengo, et là je n'ai pas pris le temps de lire un seul tome dispo, mais il ne perd rien pour attendre, à la vue de la qualité des 2 premiers tomes que j'ai déjà lus. Et à mon grand regret, je n'ai pas pu valider les titres de Shotaro Shinomori. J'aurais tellement aimé valider tous les titres que j'avais en ma possession, mais Sabu Eiichi a eu raison de moi. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé le titre, bien au contraire. En plus, le ton était bien différent de ce que j'avais déjà lu de l'auteur, que ce soit pour Okusai ou Kusuryu, voire pour Eros et SF. Voilà. J'avais même l'impression pour Sabuichi de lire du Tezuka. Le truc, c'est que ce dernier est un pavé. Après plusieurs chapitres, j'avoue avoir été découragé par la tâche. C'est le genre de bouquin que tu prends le temps de lire, de temps en temps, mais pas en 2-3 fois comme ça en voulant expédier le truc. Donc tant pis pour la validation de ce checkpoint. Par contre, ça m'a donné envie de finir ma lecture du manga Le Voyage de Ryu que j'ai sur ma tablette et de commencer Cyborg 009 qui sont toujours disponibles en numérique.
j'ai le plaisir d'avoir validé les titres de Kazuo Kamimura, donc le club des divorcés et les fleurs du mal. Voilà, je crois bien que la découverte de ce mangaka est mon plus grand coup de cœur de ce challenge. Dormait depuis je ne sais pas combien de temps le tome 1 et 2 du manga Le Club des Divorcés dans ma palle numérique. J'ai enfin pu m'attarder dessus, j'ai tout simplement adoré. Pareil, les 2 tomes du manga Les Fleurs du Mal prenaient la poussière sur mes étagères, le prétexte aidant, j'ai sauté dessus. De toute façon, les faits parlent d'eux-mêmes. J'avais déjà eu un coup de cœur pour le début de ma lecture du tome 1 du manga lorsque nous vivions ensemble, mais je ne souhaitais pas le compter dans ce challenge vu la dimension du tome. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt, à la suite de mes dernières lectures, j'ai acheté et téléchargé toute la bibliographie du manga qui était disponible sur le portail numérique. Je n'ai pas validé les Osamu Tezuka, j'ai fait l'impasse sur les titres du mangaka que je n'ai pas encore lus, ils seront parfaits pour un autre challenge. Tout comme je n'ai pas validé Shintaro Kago, je pensais avoir le temps de me plonger corps et âme dans ces mangas, mais le fait que je sois tombé malade une bonne semaine ne m'a pas aidé. Voilà, c'est mon petit regret de ne pas avoir sauté le pas avec cet auteur, mais en même temps ce n'est que partie remise. Alors que j'ai pu prendre le temps de valider Sueru Maru. Bien content d'avoir lu les tomes que je commençais à accumuler, surtout que je n'ai été déçu par aucune de ces lectures. Donc c'est du tout bon pour moi. Hop, voilà. Il est temps de faire le point sur ceux qui sont tombés sur le bon nombre de checkpoints validés. Alors je nomme Kaelis Unity, Plic 682, Alan Ligarius, Fredo DC, Ungno Manga, Mitchwash 75 et Braces 91-99. Vous êtes donc 7. Je vous avoue avoir été un peu surpris, mais bien joué à chacun d'entre vous. Par contre, vous comprenez qu'il ne peut en rester qu'un et que ça va se jouer au tirage au sort. Et le gagnant est Ungno Manga, qui gagne les 2 tomes de Lost Last London. Il ne lui manquera que le tome 3 pour venir au bout de l'intrigue de ce thriller. Donc félicitations Ungno, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'hésite pas à me DM. Il faut aussi savoir que parmi les membres du FC Badass, nous avons également 2 personnes qui ont trouvé le bon nombre de checkpoints validés. Et je vous avoue que ça m'arrange car j'aurais été bien embêté de faire un tirage au sort uniquement sur la participation. Ça va donc se jouer sur un 50-50 entre Fozzy et Platine. Et le gagnant est Platine qui remporte le manga Hentai encore sous scellé de notre secret. Voilà, en espérant qu'il passe un bon moment de lecture. Bien évidemment, je compte sur les gagnants pour se la péter à la réception de leur lot et que ça donne envie aux autres de participer au prochain concours. Voilà, c'est ainsi que le Manga Badass Palpalu Challenge se termine. C'était très sympa à faire. Je suis bien content d'avoir pris le temps de me poser sur certains bouquins. En plus, j'ai l'impression que le petit délire de ce challenge vous a plu. Je pense que je vais réitérer, je sais pas, peut-être chaque trimestre, jusqu'à avoir bien purgé ma pile à lire, physique et numérique. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Vous avez été les acteurs de ce challenge. Après vous avoir assommé avec mes jabs, il est temps d'enclencher le Domserol des coups de gueule Capeta. Une série en 32 tomes avec un tome 3 reporté comme l'étaient les 2 premiers tomes. Sérieux, c'est ça le renouveau de Noévé Graphics? Leur collection de titres à 4€, c'est un four. Ils se sont mis dans la merde avec ça. Il y a trop de titres OSEF qui n'avancent plus depuis des mois. La hype de leur catalogue chute. Clairement, je reste sur Welcome to the Ballroom, sur The 5 Star Stories, Vanda Dance et Capeta, et rien d'autre. J'ai même lâché l'affaire pour Don't Call It Mystery.
Sérieux, ils ont tué ma hype et je ne suis clairement pas le seul à être désillusionné par leur production. Ok, on a entendu leur mea culpa, leur nouvelle résolution. Ils ont dit qu'ils allaient faire ci, qu'ils allaient faire ça, enlever les cartes et autres esbroufs pour gagner du temps sur les validations avec les ayants droit, recruter des traducteurs et tout ce qui entoure le travail d'adaptation, afin d'accélérer les rythmes de parution de leur licence. Mais le constat est alarmant, rien ne bouge depuis plusieurs mois. Je vous le dis, un titre comme Capeta, c'est le genre de série sur laquelle il faut mettre tous les œufs dans le même panier, à l'image de Mangetsu avec Aoashi. S'ils n'ont pas compris ça, ils sont foutus. Le minimum serait que la parution soit bimensuelle pour ce titre. Et si je peux leur souffler une échappatoire, ils n'ont plus le choix. Ils doivent dorénavant les sortir 2 par 2. Tous les 2-3 mois max. Tous les 3 mois, voilà. Sérieux, il faut qu'ils créent un événement parce que là, on est trop à descendre du train. La confiance s'effrite. Comme je vous l'ai déjà dit, je m'accroche au titre que je vous ai cité. Mais alors à côté de ça, je n'attends plus rien d'eux jusqu'à nouvel ordre. Et si je peux me permettre une nouvelle fois, il faut absolument qu'ils privilégient de se mettre à jour avec les licences encore en cours au Japon. De moins de 20 tomes. Comme ça, ils auront le temps de voir venir le prochain tome sans qu'on leur reproche. Et ça devient une actualité, un événement. Comme c'est le cas avec Kana pour les mangas réels et Hunter x Hunter. Mais la priorité absolue, c'est de carburer sur le manga Capeta, qui est fini depuis bien longtemps. Hop, 32 tomes en temps record, Meian le fait très bien. Alors la charge de boulot est colossale, et c'est sûr que le boulot doit être fourni en amont, ça il n'y a pas de secret. Alors oui, le tome 3 sort pour ce mois de septembre, faut juste espérer que ces reports servent pour les prochains tomes, et qu'ils ne sont pas juste en train de bloquer tome après tome. En tout cas, force aux femmes et aux hommes de l'ombre qui doivent se tuer à la tâche pour répondre à la demande, parce que là, l'offre, elle a du mal à suivre, et c'est assez frustrant. Bon après, le mois d'août, c'est le mois d'août, il ne se passe pas grand chose, donc j'ai pas grand chose à dire non plus, du moins concernant l'actualité. J'aimerais tout de même revenir sur 2-3 trucs qui me travaillent. Hiroshi Hirata. Il se passe quoi avec cet auteur ? On attend toujours l'annonce de la maison d'édition qui souhaitait remettre le maître du Bushido et du Shambhala sur le devant de la scène. Un titre avait leak sur Amazon, je ne me rappelle plus lequel. D'ailleurs, je ne le retrouve plus, ce qui est mauvais signe, je trouve. Et depuis, plus de nouvelles sur des sorties éventuelles des œuvres de Hirata Sensei. Après, est-ce qu'ils estiment que ce n'est plus le bon moment, car il faut reconnaître que beaucoup de mangas de samouraïs sont sortis en ce moment. Peut-être craignait-il que le marché sur ce thème soit actuellement saturé. Après, c'est délicat car parfois il faut aussi savoir profiter de ce genre d'opportunités créées par d'autres. Néanmoins, Shiguri est fini, Sido arrive à son terme. Le souci, c'est qu'entre-temps, d'autres titres prennent les places vacantes. Il y a récemment Mibu Gishiden et la réédition de l'Habitant de l'Infini qui arrive à grands pas. Enfin, le plan est peut-être d'attendre que la licence Lone Wolf and Cub s'approche de la fin pour prendre le relais. C'est une idée plus que pertinente car cette collection requiert déjà un sacré budget et que le style de manga est plus proche de ce que propose Hirata Sensei. Par contre, s'ils ont décidé de faire ça, ils n'ont plus trop le choix de proposer un très beau produit, surtout lorsqu'on passe derrière cette édition magnifique qu'est Lone Wolf and Cub. Cela pourrait expliquer qu'ils aient décidé de changer leur fusil d'épaule en remettant en cause le projet initial pour ne pas souffrir de la comparaison et de profiter de ce créneau. Bon, je prends mon mal en patience tout en continuant d'embellir mon étagère par cette somptueuse collection qu'est Lone Wolf and Cub. Voilà, qui a été réédité par Panini. Glénat. Ah, Glénat. On connaît bien sa politique qui est de ne pas proposer de produits qui n'existent pas au Japon. Ça a souvent été l'argument pour se défendre de proposer une version deluxe de Berserk à l'instar de la version anglo-saxonne. Et d'autant plus si la série n'était pas finie. Seulement, entre-temps, Kentaro Miura est décédé, et le tome 41 est sorti à titre posthume. Alors, pour rendre hommage au maître, Glénat nous ont pondu un tome 41 collector de Berserk dans une édition que je trouve personnellement encore meilleure que celle citée juste avant. Dans un grand format avec une couverture en carton rigide dit hardcover, dans un écrin de noir et de gris ornementé d'un dessin tentaculaire, et ce tout en sobriété. Qu'attendent-ils
pour faire une exception et nous proposer la série dans ce format, sans bien évidemment oublier les pages couleurs qui iraient avec les 40 tomes de cette édition. Et ils auraient de quoi voir venir. Soyons clairs, le succès serait garanti. Si en plus ils arrivent à proposer des variantes dans les motifs, ce serait assez dingue. Bref, qu'attendez-vous? Gazette Punch et Smash Info. Alors, l'annonce d'une réimpression de Homunculus, voilà, c'est fait discrète. Voilà, en fait, les annonces de Delcourt Tonkam, c'est toujours comme ça, par des petites vidéos très discrètes, mais il n'y a rien de officiel. En tout cas, ça se confirme qu'ils n'ont plus les droits de Ichi the Killer. L'animation japonaise au cinéma l'été ne dépasse pas les 19 000 entrées pour Detective Conan pour sa première semaine et les 34 000 pour The First Slam Dunk. Alors, mais à côté de ça, il faut qu'on parle d'un truc. Je pensais pas que ce discours viendrait de moi. Pourtant, il y a un truc qui me frappe. Pourquoi les cinémas ne cherchent pas à s'en mettre plein les fouilles avec des goodies et autres produits dérivés dérivés des licences animées exploitées? Sérieux, s'il y avait eu un maillot Shoku, j'en aurais pris un pour mon fils et moi. Des porte-clés, des figurines, des posters, des cartes exclusives, des mangas. Rien que le billet d'entrée méritait d'être customisé. Pour Slam Dunk et Detective Conan, il y avait vraiment de quoi faire. Mais il faut croire que ce pays manque d'ambition, les distributeurs font sûrement ce qu'ils peuvent, sachant pertinemment que le nombre d'entrées sera désolant. Par contre, fallait anticiper les bénéfices. À se faire à côté en fournissant les salles de cinéma, il fallait créer un événement, en faire une fête, à l'instar d'un pop store généralisé pour l'occasion. Enfin bref, sa voix encore trop petit dans ce pays. Pour Slam Dunk, ça se contente d'offrir des sacs de goodies aux influenceurs lors d'une avant-première, puis après plus rien, même pas un store après la séance au Grand Rex, alors qu'il y avait masse de fans. Sérieux, dans les cinémas où était projeté le film, rien qu'avec des maillots et des posters, ils auraient pu se faire du beurre. On vous le donnait notre argent. Pour sûr, ceux qui sont allés voir le film et qui ne connaissaient pas le manga auraient été tentés d'acheter au moins le tome 1 en sortant de la salle. Il n'y avait même pas une pub pour l'édition Deluxe qui sort en janvier 2024. Je suis dépité par ce manque d'ambition. Après, faut pas s'étonner que nous soyons toujours à la ramasse pour l'exploitation des films d'animation japonais. Même Dragon Ball Super Héros, on l'a eu après tout le monde. Le public ne se rend pas suffisamment présent et rien n'est véritablement fait pour l'encourager. Alors qu'il y a du bis-bis à faire. C'est du même niveau que la FFF qui n'est pas capable de nous vendre un maillot de l'équipe de France masculine de football avec 2 étoiles alors qu'on vient de gagner la Coupe du Monde et qu'on l'a ramené à la maison. Non mais le manque à gagner a dû être colossal. Blue Giant au cinéma, c'est prévu pour mars 2024. Je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé que ce serait au mois d'août. Je ne sais pas si Glénat a prévu de rebondir sur cette actualité pour promouvoir son manga, d'autant plus que le tome 1 de Blue Giant Explorer est sorti ce 23 août. Parce que si cette série jouit d'une certaine réputation grâce au bouche à oreille, on peut pas vraiment dire que niveau marketing il y a eu un véritable investissement. Ah si. Ils ont proposé un marque-page que presque personne n'a eu. Voilà. Aujourd'hui, je considère cette licence comme l'une des meilleures en cours de parution. Avec de la chance, de par son thème sur la musique et le saxophone en particulier, le film arrivera à trouver un nouveau public. Tout à l'heure, je parlais de tout le merchandising que pouvaient exploiter les cinémas pour Detective Conan et Slam Dunk. Là, j'avoue que c'est un peu plus compliqué pour une licence comme Blue Giant. Ici, on fait la propagande avec les moyens du bord, mais les réseaux sociaux n'ont pas forcément d'écho auprès du grand public. Il faudrait vraiment que le service marketing de Glénat ait pignon sur rue et trouve quelque chose pour attiser l'intérêt du plus grand nombre sur une licence autre que One Piece. Quelque chose qui va au-delà qu'une offre promotionnelle d'un tome acheté, un tome offert, même si on ne crache pas dessus. Ressortir des PLV de Dai jouant du saxo pour la sortie de Blue Giant Explorer, ça aurait été pas mal quand même. Puis on n'oublie pas les libraires qui auront toujours leur rôle à jouer pour promouvoir une licence. Et je l'ai déjà dit, mais si ça pouvait avoir la même hype qu'a eu à une époque les Gouttes de Dieu, ce serait lui rendre justice. En tout cas, je suis très curieux de découvrir cette adaptation du manga en film d'animation. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, j'ai absolument pas le besoin d'entendre la musique lorsque je lis ce fabuleux manga. Je dirais même que j'ai peur que ça ne rende pas justice à la somptueuse intensité des planches,
que le manga propose. Enfin, vivement le mois de mars. Je vous encourage vivement à tester le manga, genre les 3 premiers tomes, avant ou après que vous ayez visionné son adaptation au cinéma. La partie 2 de la saison 2 de Baki Hanma est déjà disponible sur Netflix. Cette saison 2 animée correspond à la saison 3 du manga. Vous allez donc clairement vous faire spoiler. Mais est-ce vraiment important? Est-ce que c'est vraiment ça qui va vous arrêter? On lit pas Baki pour son intrigue, mais juste pour le kiff. Nouveauté. Alors, le 7 septembre, Paru Itagaki sortira une nouvelle œuvre de Beast Complex. Ça fera le 4e spin-off sur Beastars. Alors, je ne sais pas ce que j'attends pour lire les 3 premiers. Ah si, ces autres licences. Mais je l'espère dans un autre format que celui de Beastars, édité par Kiun, que je trouve beaucoup trop petit. Heureusement que la version numérique est sortie. Chez Panini sort le 6 septembre La Perfecte du manga shoujo Mars de Fuyumi Soyo. Voilà. Une réédition très attendue pour un manga qui aura marqué les lecteurs dans les années 2000. C'était un peu ma trinité shoujo avec Peach Girl et Nana. Il est fort possible que je me prenne le tome 1 que je rangerai à côté de celui de Banana Fish en signe du bon vieux temps. Seulement, j'ai vu ça sur les réseaux. Et ça fait un peu chier quand même, parce que c'est 17 € le tome. Toujours chez Panini, va sortir Manben, l'artbook de Naoki Urasawa, donc qui fait son retour. Ça, on peut dire que cette sortie va faire plaisir au plus grand nombre. Du moins, il me semble que nous sommes nombreux à être passés à côté à l'époque de sa sortie. Donc il y a très peu de chances que nous fassions 2 fois la même erreur. Elle est nommée nouvelle édition plutôt que réédition ou réimpression. Il peut être concevable que cette édition-là apporte des interviews et des illustrations supplémentaires du mangaka, puisqu'à l'origine il a d'abord été édité au Japon en 2009, et depuis il s'en est passé des choses. Alors, on verra bien. Après, si je peux vous donner un conseil, traînez pas trop à l'achat, il sera vite en rupture. Quelque chose me dit que vous pouvez compter sur quelques spéculateurs amateurs afin de se faire un peu d'argent de poche. Un petit rappel sur la réédition de L'Habitant de l'Infini qui sort le 13 septembre. Alors j'ai déjà l'intégrale de l'édition précédente qui ne m'empêchera pas de me procurer cette nouvelle édition car je suis très curieux de la nouvelle traduction, mais surtout que j'aime beaucoup ces nouvelles jaquettes. Il y a également son spin-off Bakumetsu qui sort dans le même temps. Bon, j'aime pas trop quand mes spin-offs sont repris par d'autres dessinateurs, mais par curiosité je vais sûrement tester son tome 1. Le 14 septembre sort en parallèle Confidence d'une prostituée de Takao Seto, donc l'auteur de Golgo 13, dans la collection Héritage chez Akata, et Autant en emporte la brume de Eiko Hanamura, donc 2 titres que je suis avide de découvrir. Et ce que j'apprécie particulièrement chez Akata, c'est qu'ils respectent les consommateurs en leur proposant, dans le même temps que la version papier, la version numérique. J'espère juste, pour les premiers, que le papier serait plus opaque qu'il ne l'a été pour le tome 1 du manga Le Clan des Pots. Le 15 septembre, il y a 2 ovnis, dont un spin-off, Lichi Ikari Club Collection, sous-titré La rencontre du manga et du théâtre. Mais le plus surprenant, c'est qu'il soit dessiné par la mangaka Wayama Yama, à qui l'on doit le manga Oshi dans le jardin des filles, édité chez les Lézards Noirs. Alors je vous avoue, je suis très curieux. Puis il y a ce one-shot aussi, sur Suburban Hell. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas et j'ai pas trop envie de savoir. Mais peut-être que je laisserai l'homme au chapeau faire le cobaye avant. Après, c'est IMHO, ça reste... Voilà, on reste dans un certain standing dans les choix des licences. Ouais, ça se tente. Le 20 septembre, si je dis pas de bêtises, est prévue la sortie de l'édition Pilier de The Demon Slayer. Le 6 décembre, le coffret de Parasite, qui semble aussi quali que le coffret de Gun, donc il est fort possible que je me laisse tenter pour le coup. Le 20 octobre, nouveau coffret du manga Pluto de Naoki Urasawa. Franchement, c'est tentant, car un coffret, quelque part, ça peut ranger ailleurs que dans une mangatech. Mais je reste focus, ils le feront, c'est sûr, sur la version Kazenban de cette licence. Je lâche pas l'affaire. Le 20 octobre, c'est aussi le coffret intégral de Death Note. Le 27 septembre, le coffret de Jojo Stone Ocean.
Et nous avons le droit à un collector du tome 27 de Vinland Saga le 9 novembre avec calendrier et une jaquette exclusive pour l'événement. Le 24 août a signé le retour de Réal en première couverture de Young. Je devine que beaucoup se sont commandé le magazine pour marquer le coup. Pour rappel, on a un dessin de Inoue Sensei à la place d'une traditionnelle pin-up en première de couverture du magazine. Alors je l'ai lu, traduit en français bien sûr, j'étais impatient. Mais je vais attendre que les chapitres soient reliés en un tome 16 pour me garder le plaisir de lecture à l'achat. Ouais, franchement, c'est pas un truc que j'ai envie de lire en chapitre, j'ai envie de le lire tout d'un coup. Et on conclut cette vidéo avec la réception des services presse de Ana Édition et Hot Manga. Voilà, je préfère finir l'émission avec ces licences qui sont pour un public averti et interdit aux moins de 18 ans. Donc pour ceux qui sont avec des enfants, on se dit gentiment à plus tard dans une prochaine vidéo. Et pour les autres, laissez-moi vous présenter ce que j'espère être de jolies découvertes. Tout d'abord avec la collection Ana, qui est une collection qui se consacre uniquement au boss love. Alors si vous avez eu l'occasion de regarder ma première vidéo sur le sujet, vous avez vu que j'ai eu quelques coups de cœur sur principalement 2-3 mangaka qui m'étaient totalement inconnus comme Jianome, ou que je connaissais déjà un peu à travers d'autres œuvres telles que Asumiko Nakamura avec Utsubora et Haruko Kumota avec Rakugo à la vie à la mort. C'est donc sur l'intégralité de leur production chez Ana Édition que je me suis intéressé. Déjà, on retrouve l'autrice de Rakugo à la vie à la mort avec ce manga La Forêt des Roses. Alors si j'ai bien compris, ça parle de vampires. Et un autre titre, alors qui... j'ai confiance en l'autrice. C'est ce que je me dis, j'ai confiance en l'autrice. Parce que le titre c'est quand même Shinjuku Lucky Hole. Donc voilà, on va voir ce que ça prépare, tout ça. Donc j'avais découvert Jianome avec ce titre Tout au bout du chemin, que j'ai beaucoup apprécié mais qui est très cru. Et donc très curieux, je me suis procuré Yo-Yoi Monologue, A Fool's Love Song. Franchement, c'est ce qui m'a vraiment le plus touché chez cette autrice. C'est Twilight Hot Focus. Twilight Hot Focus Overlap, je pense que c'est une suite, ainsi que After Minage Slow Motion. Et qu'est-ce que j'avais apprécié en fait, c'est la manière de gérer la narration en un seul tome, puis surtout graphiquement je trouvais ça vraiment très bon. Donc voilà, c'est pas une autrice que j'ai envie de prendre à la légère, et au contraire j'ai envie de découvrir ce qu'elle fait. Tout comme je vous ai dit que j'avais découvert cette autrice avec Utsubura mais aussi Double Mince un peu dans le même temps. Donc j'étais très curieux de découvrir ces autres titres. Alors je sais que récemment la CM de Ana Édition avait donné un ordre pour lire tous ces bouquins. Donc apparemment il y a un ordre. Je reverrai ça la prochaine fois. J'ai bien les 3 premiers tomes de Do You Kyusei. Alors c'est vraiment son style, là c'est pas trop narratif que j'aime bien, c'est vraiment le style graphique, les mises en scène que j'apprécie particulièrement chez cette autrice. Donc là on a OB 1 et 2. C'est des aventures lycéennes là apparemment, donc à mon avis on les voit grandir. Ensuite on a Sora et Hara. Sola et Ala. Hop. Et Blanc 1 et 2. Voilà. Il me semble que ce titre est juste d'une certaine réputation déjà. Et puis j'ai également reçu un titre que j'ai pas demandé, l'Oméga abandonné. J'ai mis 2 fois. J'ai mis 2 fois, ça fait peur. Voilà. Donc on verra si ça correspond à mes attentes par contre. C'est au tour des mangas Hot Manga. Alors les fournées Hot Manga s'enchaînent. Celles que je vais vous présenter étaient déjà dispo en avant-première pour ceux qui se sont rendus sur le stand à la Japan Expo. Je n'ai hélas pas eu le temps de les lire, mais j'ai déjà dans l'idée de vous aider à y voir plus clair dans ce marché de niche qu'est le hentai. Et le premier titre qui m'a tapé à l'œil,
c'est un format en full color. Alors on l'a pas dans une édition de luxe, peut-être parce qu'il est trop fin, mais en tout cas il est incroyablement beau, tout en couleur. J'ai hâte de le lire. Dans cette fournée là, nous avons le Bureau des Tentations. Voilà, je ne vais pas vous lire les synopsis, tout ça, je vous les présente juste comme ça. Le Bureau des Tentations. Donc c'est vraiment un titre qui tente. Bukatsu Sports Club Paradise. Un entraîneur légendaire si doué pour les massages qu'on le surnomme le faiseur d'orgasme. Avec lui, les étudiantes s'enflamment jusqu'à leur remise de diplôme. Voilà, ça veut tout dire. Intimate and Secrets, les amours cachés les plus torrides. Expérience sexuelle immorale et interdite. Sexe intense pour adultère. Ça va être compliqué de présenter tout ça, hein. Caresse-moi du bout des doigts. Oula, celui-là il fait peur. Oh purée. Voilà, bon bah... Menu du jour, branlette, headling, apprendre à jouir, téton, oulala, ça a l'air d'être un peu sado. Mazo. Alors, Enku Yujoji-san. Splotch. Celui-là, il est un peu particulier, tant dans le dessin que... Bon, toutefois, faut pas juger une livre à sa couverture, on verra bien. Il m'envoie pas du rêve celui-là. Alors là, on a deux éditions illustrées sur, elle s'appelle Sexe Instruction. Donc on avait déjà reçu un alors, là, lors d'une autre fournée. Donc on a deux autres Sexe Instruction. Donc la technique de fellation et la technique de va-et-vient. Donc pour vous apprendre à ken, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est totalement le genre de hentai que j'apprécie pas trop parce que c'est des obus, c'en est ridicule. Mais il faut voir si l'histoire tient la route. Voilà, ça s'appelle comment? Erona, le destin d'une guerrière livrée aux orques. Tu ne me feras pas jouir. Enfin bon, c'est ça les orques, c'est ça le problème. Et un autre titre qui a l'air pas mal du tout, bah oui, c'est produit par Doumu. Alors, ensorcelante, je sais pas comment ça doit être ça. Ça doit jouer un petit peu sur les fantasmes succubes et magie. Donc, à voir. On verra bien. Et c'est ainsi que l'émission se finit. J'espère que vous avez apprécié ce temps passé en ma compagnie. Si vous souhaitez proposer des vidéos à la demande, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rejoignez-moi en devenant membre de la chaîne. Certes, c'est un coût, mais normalement, vous ne devriez pas le regretter. Ah, et j'ai oublié, on se retrouve pour le déballage des achats manga que j'ai fait en cette fin de mois d'août. Voilà, sur ce, ciao!